à l'égard de cet État, dont on n'accepte pas l'existence, comme le prétend toute une littérature arabe, qui n'est pas traduite malheureusement en français, parce que si elle était traduite, on le comprendrait beaucoup mieux, et nous avons fait, nous, l'effort, en 2004, au Mémorial de la Shoah, de traduire dans un gros numéro de 450 pages toute une certaine littérature antisémite arabe d'aujourd'hui et antisioniste, qui vaut quand même son pesant d'or et qu'il vaut la peine de connaître. Eh bien oui, s'il y a aujourd'hui un tel usage de la Shoah en Israël, ce n'est pas seulement par volonté machiavélique d'instrumentaliser la mémoire pour faire pitié au monde entier, c'est parce qu'il y a réellement une obsession. Que le dernier des Israéliens d'aujourd'hui, fût-il le plus jeune, n'ait-il que 18 ans, fût-il d'origine yéménite ou marocaine ou irakienne, c'est-à-dire n'ayant pas de lien biologique avec la Shoah, se sent, écoutez bien ce sondage de 1992, un rescapé de la Shoah. 92% des jeunes Israéliens de 18 ans en 1992 répondaient à la question « Quel lien pensez-vous avoir avec la Shoah ?» Ils répondaient « Je me sens moi aussi rescapé de la Shoah ». Autrement dit, si ce peuple-là tout entier a le sentiment d'une telle précarité, il y a sans doute une raison objective à cela. Il ne faut pas forcément y voir un calcul machiavélique de cyniques politiques tirant les ficelles dans l'ombre. Mais qu'au-delà de cela, si vous voulez, il y a une instrumentalisation, à savoir qu'il y a un abus de la mémoire de la Shoah en Israël, c'est une évidence. Et là-dessus, on pourra en parler quand, par exemple, Begin, lors de l'une des premières guerres du Liban, la première, je crois, en 82, voit dans Yasser Arafat dans son bunker, à Beyrouth, la réincarnation d'Hitler à Berlin dans son bunker, on est dans le délire, là. On est dans le délire complet. Quand on voit dans les Palestiniens qui jettent des pierres, qui se soulèvent lors de l'intifada, ou même qui tirent à balles réelles sur les soldats de Tsahal, les continuateurs des nazis, on est dans le délire complet. Ça n'a rien à voir. Ce sont des situations radicalement différentes. Alors oui, là, il y a réellement un abus de mémoire, et il y a chez certains, sans doute, une instrumentalisation peut-être cynique pour quelques-uns. Mais encore une fois, l'obsession de la mémoire de la Shoah en Israël ne relève pas de ce calcul politique-là. Elle relève d'un sentiment de précarité qui fait qu'en Israël, l'Israélien moyen ne calcule pas au-delà de 5 ans. Quand nous, en France, nous faisons des plans d'aménagement du territoire pour les 25 ans à venir, c'est inimaginable en Israël. David Grossman le dit, dans 25 ans. Mais ça ne veut rien dire en Israël dans 25 ans. Dans 25 ans, est-ce qu'on sera encore là? Est-ce que l'État existera encore? Donc ça tient à cela aussi. Il y a une troisième piste, dont il faut dire un mot quand même, c'est qu'il y a aussi une instrumentalisation dans l'autre camp, une instrumentalisation arabe de la Shoah, qui fait que le monde arabe, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas toujours dénié la Shoah ou n'a pas toujours minimisé, c'est faux. Le monde arabe avait une réelle empathie pour la Shoah, pour le peuple juif victime de la Shoah en 1945. Quand on lit la presse égyptienne en 1945, Al-Aram, le journal des intellectuels, eh bien on constate que tout le vocabulaire du nazisme est déjà traduit en arabe. Que même les expressions de génocide et de chambre à gaz et de crématoire sont traduites en arabe. Et qu'il y a une réelle empathie pour les juifs qui ont souffert le martyre en Europe. C'est ensuite, au fil des années, au fur et à mesure que le conflit avec Israël s'est envenimé, qu'on est passé de l'empathie à la minorisation et de la minorisation au déni. Alors, en quoi y a-t-il instrumentalisation côté arabe? Il y a instrumentalisation quand on prétend que la Nakba, qui est une tragédie, est une Shoah. La Nakba est une expulsion ou un départ, comme on voudra, et à mon avis un peu des deux, de 750 000 Palestiniens qui ont perdu leur maison. Tragédie, évidemment que c'est une tragédie. Comparable à Treblinka, évidemment que ça ne l'est pas. Ça n'a strictement rien à voir avec Treblinka. Et Treblinka, d'ailleurs, n'a rien à voir avec rien. C'est unique, Treblinka. Et je dis bien Treblinka et pas Auschwitz. Parce que Treblinka, cette usine de meurtre, ça c'est unique dans l'histoire humaine. Tout à fait unique. Bon. Donc, parler de la Nakba comme d'une Shoah infligée par les Israéliens, c'est obscène. Mais obscène, il faut le prendre au sens précis du terme en français. Dire que les Israéliens sont les continuateurs des nazis et qu'ils font subir aux Arabes ce que les Allemands leur ont fait subir, historiquement, ça ne tient pas la route une seconde. Là, on est en présence d'une instrumentalisation dont on peut discuter, bien sûr, et en présence d'un amalgame. Bon. S'il n'y avait que cela, à la limite, je dirais que le problème serait vite réglé. On dirait rapidement aux Israéliens les plus extrémistes, arrêtez de délirer. Le mouvement national palestinien, ce n'est pas la continuation des nazis. On dirait à certains milieux arabes, arrêtez de délirer. La Nakba est une tragédie incontestable qui mérite réparation. Ça n'est pas Treblinka. Le problème serait réglé assez facilement entre gens de bonne volonté. Il y a malheureusement des instrumentalisations plus subtiles, plus perverses. J'en donnerai 2, 3, 4 exemples, et puis je m'arrêterai là-dessus, et on pourra, je pense, commencer à parler entre nous.
il y a une instrumentalisation compassionnelle, et là je parle de ce que je connais, c'est-à-dire la France. Je ne parle pas du tout d'autres pays, et surtout pas du Canada. Une instrumentalisation compassionnelle qui est liée à l'actualité. Voire dans tout projet sur l'immigration, voire dans toute présence d'étrangers en situation irrégulière en France. Des juifs victimes de rafles potentielles. Parler lorsqu'on parle d'arrestation en France de travailleurs clandestins, ou sans-papiers. En France on dit sans-papiers, en fait ce sont des clandestins. Parler de rafles comme on parle de rafles du Veldiv. Parler d'expulsions comme si ces expulsions aboutissaient à Auschwitz ou à Treblinka, là on est dans une instrumentalisation qui est extrêmement dangereuse. Il est évident que ça n'a rien à voir. Et cette instrumentalisation, elle se propage, et à l'insu d'un grand nombre de gens, cet usage mal maîtrisé du vocabulaire conduit à des erreurs d'analyse, à des erreurs de diagnostic très graves sur le fond, extrêmement graves. Non, la situation faite au Rhum en France et le discours de Nicolas Sarkozy, quoi qu'on pense du président français, ce n'est pas le sujet. Ça n'est pas un discours de Vichy concernant les Juifs, et ça n'a rien à voir avec les statuts des Juifs de 40 et de 41. Or, pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi j'insiste là-dessus? Réalité qui nous est à nous, familière, français, sans doute moins à vous. C'est parce que durant tout l'été 2010, quand on lisait régulièrement les journaux, et je lisais régulièrement Le Monde, je lisais toujours régulièrement le courrier des lecteurs. Et j'ai relevé 4 lettres de lecteurs, je n'ai pas ici malheureusement parce que j'ai découvert que je devais parler de ça maintenant, mais j'en parlerai ce soir à la librairie Olivieri. Des lettres de lecteurs qui disent clairement, nous sommes là dans le scénario de 1942, nous sommes dans le scénario du Veldiv. Ils le disent, et Le Monde publie ces lettres, qui sont des lettres de lecteurs de bonne foi, de gens de bonne volonté, qui ne sont pas des négationnistes. C'est ça qui est grave ici à ce moment-là, c'est quand l'instrumentalisation de l'histoire et de la mémoire donne lieu à de tels dérapages intellectuels. Je soulèverai également une autre piste, c'est que l'histoire de la Shoah, qui n'est pas la mémoire de la Shoah comme vous l'avez rappelé, l'histoire de la Shoah ne peut pas déboucher sur une apologie de la tolérance et une apologie du moralisme. Si l'histoire de la Shoah dans un cours fait par un professeur débouche simplement sur « aimons-nous les uns les autres », acceptons nos différences, apprenons à vivre ensemble, on passe à côté de l'essentiel. Non, l'histoire de la Shoah, c'est une énorme machinerie politique qui nous mène à la catastrophe de Treblinka. Ça mérite une réflexion politique de longue haleine sur la longue histoire de l'Europe qui ne commence pas en 1933, ni même en 18, mais au moins au siècle des Lumières, sinon même aux Anti-Lumières. Aux premières versions des Anti-Lumières, hein, pas la version des Anti-Lumières de progrès, mais la version des Anti-Lumières réfutant la Révolution anglaise et française. Bon. Même s'il n'y a pas de lien direct entre ces Anti-Lumières catholiques-là, évidemment le nazisme. Il n'y a même aucun lien, je dirais. Mais tout de même, il faut faire une longue histoire intellectuelle de l'Europe pour comprendre comment on en arrive à l'aberration idéologique du nazisme, car encore une fois, le nazisme n'est pas un accident allemand ou un accident européen, c'est l'enfant de toute une histoire germanique d'abord et européenne ensuite. Donc, si cette histoire terrible qui mène à la catastrophe du XXe siècle, dont nous ne sommes pas vraiment sortis, et la preuve, c'est la centralité de l'histoire de la Shoah dans les institutions européennes d'aujourd'hui, qui fait le Parlement européen fait un énorme effort pour faire connaître l'histoire de la Shoah. Bon. Eh bien, cette histoire mérite mieux qu'une simple leçon de tolérance auprès d'enfants ou auprès d'adolescents. Ça mérite, en un mot, une réflexion politique. C'est ça le travail des professeurs d'histoire. Denis Roder, qui est ici, est responsable des formations mémoriales, et c'est tout ce à quoi il s'emploie toute l'année, à bâtir des formations politiques et historiennes sur la Shoah, et pas des formations moralisantes. J'ai dit moralisante, j'ai pas dit morale. Car il est évident qu'il y a une leçon morale dans tout ce qu'on raconte, mais pas une leçon moraliste. C'est ça la différence. Donc, je crois que c'est un point important. On ne peut pas travestir la leçon sur la Shoah en leçon de morale. Il faut faire une leçon politique. Il y a également un 6e point qui me tient à cœur que je voudrais aborder, c'est que nous sommes dans des sociétés de concurrence mémorielle. Il y a des guerres de mémoire, et dans des sociétés où l'idéologie victimaire, l'idéologie mémorielle victimaire a le dessus, où chacun veut être victime d'un traumatisme, je dirais qu'il y a, je ne vais choquer personne en disant cela, il y a un désir de Shoah. Chacun veut sa Shoah. Chacun veut sa part du gâteau de souffrance. Nous aussi, on a souffert. Alors, dans cette concurrence mémorielle communautaire qui caractérise la France d'aujourd'hui, je répète que je ne parle que de la France. Les uns vous disent, mais la traite des Noirs, c'est une Shoah.